Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Merci encore une fois de plus. Nous allons recevoir dans cette émission un partenaire, un acteur politique qui a toujours voulu venir nous donner ses points de vue sur cette chaîne. Ça fait à peu près 2 ou 3 semaines qu'il n'est plus passé sur cette chaîne, mais nous l'avons chassé, mais nous sommes derrière lui parce que les événements qui se passent en République démocratique du Congo, nous aimerions savoir effectivement son point de vue. Et il s'appelle Bruno Katumpa. Bonjour, papa. Bonjour, monsieur Germain. Comment ça va? Ça va bien vous-même? Oui, ça va bien. Aujourd'hui, nous vous recevons encore une fois de plus parce qu'il y a des événements qui se déroulent en République démocratique du Congo. Nous aimerions savoir votre point de vue. Est-ce que vous suivez? Je sais que vous suivez les actualités qui se font là. Nous avons l'histoire de Minembwe. Nous avons aujourd'hui, il y a le président de la République devrait en principe recevoir la prestation de serment des juges qu'il a nommés et dont le FCC est en train de contester la légalité. Donc ça sera dans la première partie où vous allez nous donner votre point de vue. Et dans la deuxième partie où nous pensons que vous pouviez nous donner justement votre point de vue sur la marche de la République. Quelles sont les erreurs qui ont été commises et que Félix devrait corriger pour disons, la continuation de l'État. Alors, prenons d'abord la première partie. Donc, ça, c'était pour introduire notre émission d'aujourd'hui. La première partie d'aujourd'hui, nous avons vu Minembwe. Quel est votre point de vue? Bon, merci beaucoup pour m'avoir reçu sur ce plateau encore une fois. Minembwe, une question d'actualité. La nomination des juges qui vont prêter serment aujourd'hui, c'est même l'actualité principale de grands enjeux. C'est un enjeu qui est vraiment important pour l'avenir de notre pays, parce que je pense même que Minembwe, tel que nous l'avons entendu les jours passés dans les médias par, n'est-ce pas, la tentative ou les actions du ministre de la décentralisation, M. Robert, qui est parti pour installer le bourgmestre de Minembwe. Tout cela tourne autour de la guerre et l'épreuve de force qu'il y a entre FCC et Cash et Félix en tant que président. Parce que cette épreuve de rapport de force, où on voit que les enjeux pour 2023, on a compris ces derniers mois, ces derniers jours, que FCC tient à reprendre le pouvoir après les élections de 2023. Et même plus loin, on voit les signes de FCC, c'est de remettre même Kabila au pouvoir. Et cela dans le contexte du fonctionnement des institutions. Vous savez que notre pays, notre constitution n'accepte pas le 3e mandat. Et c'est en comptant sur le contrôle de la Cour constitutionnelle que FCC pensait changer la Constitution et permettre à Kabila de retourner au pouvoir. Minembwe, c'est un acte politique de la part de FCC qui est au fait. Aujourd'hui, l'opinion comprendra que au fait, FCC, son appui, sa base arrière, c'est le Rwanda avec Minembwe, avec les prétendus Banyamulenge. Et on comprendra, pour ceux qui n'avaient pas compris jusqu'alors, qu'au fait, notre gouvernement
avec Azarias Rouberois en tant que ministre, il joue presque un gouvernement double au Congo qui représente les intérêts des Rwandais et qui donne aux Rwandais un mot à dire sur notre gouvernement, sur Kabila. Donc, on pourrait dire que Kabila jouait en tant que président en son temps, mais il avait comme on dit, shadow president. Okay. Si ce terme-là peut mettre... Oui, si ce terme-là peut m'être permis, c'était l'ombre de Kabila. Oui. Donc, et derrière Rouberois se cache tout l'agenda rwandais qui utilise Minembwe et qui a utilisé la guerre de l'Est comme, on peut dire, le cheval de Troie. Okay. Vous voyez? Alors, pour ceux qui ont l'esprit exercé, aujourd'hui, parce qu'il y a prestation de serment des juges, c'est un jour historique. C'est un tournant important que les Congolais devraient retenir dans le cadre. Mais avant d'arriver là, Papa Bruno, moi je voudrais concentrer un peu sur le fait. Qu'est-ce que vous pensez? Ça ne peut pas venir tout ça comme le fait magique que les Rwandais subsistent et puis ça cause des problèmes. Est-ce que nous avions résolu? Est-ce que le Congo avait résolu le problème à l'Est? Parce que ça n'a pas commencé hier. Cette histoire a commencé depuis 1971-72 avec Mobutu. Donc, est-ce qu'on peut dire que nous avions résolu le problème Minembwe? Ou bien le problème des Rwandais? Peut-on dire ça? Parce qu'aujourd'hui, le fait que nous voyons aujourd'hui remonte de beaucoup plus d'années. Est-ce que le Congolais a résolu ce problème-là? C'est une bonne question, mais c'est une question qui a plusieurs facettes. Et d'ailleurs, j'aimerais tirer votre attention sur le fait que mon opinion est basée sur notre perception en tant qu'organisation politique. Ce n'est pas un parti politique que je dirige, le mouvement Congo Paradis. C'est un mouvement, on peut qualifier de culturel, de politique aussi, bien qu'il n'ait pas un parti politique. C'est un mouvement civil, c'est un mouvement idéologique qui veut interpeller la conscience des Congolais. Exactement. Autour des points clés qui conditionnent leur sort. La question de Minembwe, c'est une question, comme vous l'avez dit, vous avez posé la question de savoir si le Congolais depuis toujours il a résolu la question de l'Est. Eh bien, je vais vous faire juste un peu la genèse. La question de l'Est s'est posée immédiatement à l'accession de notre indépendance. Qu'est-ce qui s'est passé à l'accession de notre indépendance? Au même moment, parce qu'il y avait l'accession à l'indépendance dans beaucoup de pays africains, et aussi au Rwanda et au Burundi, c'était la même période, parce que tous étaient des colonies belges. Ainsi, la Belgique décida de donner l'indépendance au Rwanda, au Congo et au Burundi. Il faut que les Congolais puissent se réveiller et comprendre comment le jeu a été mené. C'est-à-dire, maintenant, la Belgique, non seulement elle créa des divisions au Congo pour assurer une certaine continuité, pour ne pas permettre que les Congolais puissent s'assumer eux-mêmes, qu'ils soient totalement indépendants, pour qu'ils aient la même mise. Un moment, s'il vous plaît, c'est un point très important. Permettez que je puisse asseoir cette idée, parce qu'elle est au cœur. Vous avez posé une question importante, et je pense qu'il faut donner l'élément central, l'élément clé, et c'est ce que je suis en train de vous dire. J'ai dit que la Belgique ne voulait pas
céder une indépendance totale. Elle voulait continuer à avoir la même mise sur le Congo. C'est ainsi qu'au Rwanda, si nous prenons l'exemple du Rwanda, ce sont les Tutsis qui étaient au pouvoir, qui dominaient. C'était la minorité. Et elle dominait en tant que minorité par le soutien, avec le soutien de la Belgique. Maintenant, la Belgique conseille aux Tutsis de céder le pouvoir. Les Hutus prennent le pouvoir, Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une réaction des Hutus, il y a la prise par la force aussi, des troubles qui émergent au Rwanda, qui font que les Tutsis se replient au Congo. Est-ce que c'était un événement imprévisible pour la Belgique? C'est là où tout le jeu commence. Parce qu'au fait, pour moi, c'est que la Belgique voulait transférer la gestion qu'il avait au Rwanda, le système de gestion qu'il avait au Rwanda, de contrôler la majorité avec la petite minorité, Tutsi, qui, pour elle, pour la Belgique, constituait une minorité qui épousait son système impérialiste et qui était disposée à servir comme instrument pour ce système. C'est ainsi qu'on installe les Rwandais au Kivu. Nous avons des images. Il y a des résolutions de l'ONU d'installation des Rwandais dans les années 60, 61 au Kivu. Tout part de là. Et vous allez constater qu'avant l'événement de l'indépendance, il n'y avait pas ces troubles-là, reconnus ou sur le plan international. Alors je veux interpeller le Congo, que c'est la situation que nous connaissons. La question que je voulais poser, je ne sais pas si je vais encore revenir pour que j'éclaire un peu ce que je voulais demander, je voulais votre point de vue. Oui. Nous avons 60 ans d'indépendance. Nous avons vu défiler Mobutu pendant 32 ans. Nous avons vu 18 ans à peu près de Joseph Kabila et puis les autres années là qui... Bon. Maintenant, est-ce que le Congolais a-t-il résolu le problème? Le problème qui est celui... Quel est le problème? Le problème, parce que vous aviez dit ici que non, le Belge ne voulait pas tout ça. Est-ce que le pays... Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le Congolais a ses propres moyens de résoudre ces problèmes? Justement, vous avez posé une question pertinente. Ça va toujours dans la même... Oui. Dans la même lignée de la première question, est-ce que le Congolais a résolu le problème? Eh bien, pour résoudre le problème, il faudrait que d'abord le Congolais comprenne la source du problème. A-t-il eu la possibilité de connaître le problème d'où il vient? La source du problème, j'ai l'impression, et c'est ça notre opinion avec le mouvement Congo Paradis, que le Congolais est inconscient sur cette question. Il ne s'est pas réveillé suffisamment pour comprendre que la Belgique n'a jamais concédé une indépendance totale au Congo. La Belgique a continué incessamment à interférer dans la gestion politique, économique, sociale du Congo pour empêcher aux Congolais de pouvoir être maîtres chez eux et ainsi à le dicter pour tirer, n'est-ce pas, pour satisfaire leurs intérêts économiques, donc les intérêts des Belges. Est-ce que les Congolais ont compris que cette politique a toujours été ainsi et que même derrière l'entrée de AFDL, c'est au fait les démarches de la Belgique pour continuer à contrôler l'économie du Congo et la démarche des Occidentaux en général pour continuer à contrôler l'économie. Alors, je dis que ça c'est un point principal, c'est même au cœur de notre vision. Nous disons, en fait, ce qui arrive au Congo, c'est que le Congo, depuis toujours, depuis l'indépendance, avant l'indépendance comme après l'indépendance, le Congo a été assiégé. Il a été occupé. Parce qu'aujourd'hui, les gens disent que, bon, il y a un moment, s'il vous plaît, les gens disent, est-ce que c'est une occupation? D'autres disent, il y a une controverse. C'est une infiltration. Moi, je parle d'occupation. Pourquoi je parle d'occupation?
Parce que cela a été ainsi. La colonisation, c'était l'occupation du pouvoir belge du Congo. Oui, mais... Un moment. Oui. Alors, maintenant, après le départ, après la colonisation, mais cette occupation a seulement continué sous d'autres formes. Comprenez? Parce que Mobutu, c'était l'homme dicté, installé au pouvoir Oui. par les Belges. Est-ce que nous ne sommes pas en train de faire un faux fuyant, de donner la responsabilité de ce qui nous arrive aujourd'hui à d'autres personnes? Parce que, est-ce que quand vous dites que les Congolais n'ont pas compris, pendant 60 ans, nous devons rester vraiment sans comprendre que... Parce que quand vous parlez de l'affaire de l'Est, au début, la question est celle-ci, vous parlez de l'Est au début des indépendances. Nous parlons de Minembwe aujourd'hui. Est-ce que c'est une question particulière? Est-ce que c'est une question globale du Congo qu'il faut résoudre? N'oubliez pas aussi, parce qu'il y a des peuplements, il y a des peuples aussi qui sont à part, qui sont sur les frontières, qui sont dans la même situation que Minembwe, mais qui n'ont jamais causé de problème. Justement, c'est pourquoi je vous ai dit que dans la situation particulière au Congo, c'est comme, par exemple, ce que nous vivons en Afrique du Sud. Vous savez, en Afrique du Sud, quand il y a eu transition, il y a eu un groupe de Blancs, des Boers, des Afrikaners, qui ne voulaient pas être impliqués dans cette transition qui permettait cette cohabitation pacifique. Parce qu'ils voulaient continuer avec l'ancien système de monopole blanc. Ces gens ont voulu faire aussi une sécession. Vous savez, ici en Afrique du Sud, on parle de Orania. Il y en a qui se sont retirés là-bas, qui ont dit que nous allons faire un territoire où ce seront seulement les Afrikaners qui vont faire leurs lois. Mais cela n'a jamais eu lieu. On leur a permis d'aller vivre là-bas, mais on ne leur a jamais donné le statut de ville comme c'est chez nous au Congo. Parce que cela aurait des implications graves. Que ce soit les Blancs eux-mêmes, donc l'ensemble de la communauté blanche n'était pas... Oui. C'est similaire, c'est un exemple qui est important. Donc la majorité des Blancs n'ont pas même appuyé cette histoire. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des Rwandais naturalisés congolais qui ne sont pas préoccupés par cette démarche, qui est une démarche de contrôle par les pays limitrophes qui sont manipulés par la Belgique et l'Occident pour, n'est-ce pas, continuer à tirer les ficelles et avoir accès à nos richesses. C'est une comparaison qui est vraiment de point ici. Donc, est-ce que les Congolais ont compris? Oui, ils avaient compris à l'époque, parce que vous allez vous rappeler que l'entrée de AFDL, c'est juste après notre conférence nationale. Pourquoi? Il y avait les Rwandais déjà à la conférence nationale qui faisaient ces revendications. Mais qu'est-ce que vous dites des Rwandais qui étaient au gouvernement pendant qu'ils réclamaient l'indépendance du Congo? Parce que les Rwandais étaient là. On ne peut jamais dire, on ne peut jamais exclure les Rwandais qui étaient à la table ronde. Quand vous lisez les listes, on peut vous donner les listes des gens qui étaient là. Il y avait des Rwandais. Oui, il y avait des Rwandais. Qui représentaient Minembwe. Non, ils représentaient le Congo. Ils représentaient quoi? Le Congo. Voilà, c'est là où le drame est. C'est-à-dire, les Congolais ne refusent pas qu'il y a eu des Rwandais pendant longtemps au Congo, non. Le drame, c'est que, écoutez, moi j'ai vécu à Lubumbashi où je suis né, nous avons toujours eu des Zambiens avant l'indépendance et après l'indépendance. Nous avons eu les Kimbundu, les Angolais, qui sont nés à Lubumbashi avant l'indépendance et après l'indépendance, mais qui continuent et qui ont choisi de rester soit au Congo ou de rentrer en Angola, comme nous avons des Zambiens aujourd'hui qui se sentent plus congolais que Zambiens. Ça ne pose pas de problème. Et nous avons des territoires qu'on partage entre la Zambie et le Congo. Ça ne pose pas de problème. Il y avait des problèmes à un moment donné, mais Mobutu s'était imposé. Alors c'est pour dire que ce problème, ce danger a toujours existé, mais le gouvernement congolais, à l'époque, agissait de manière rigoureuse. Parce que
Mobutu, à un moment donné, il avait la force et le pouvoir et cette autorité. Ok. Mais aujourd'hui, nous avons Kabila qui est au pouvoir, qui était au pouvoir, qui n'avait pas cette autorité. Pourquoi? Parce qu'il y a une complicité. Voilà. Parce que Kabila fait partie, n'est-ce pas, de l'agenda rwandais. Même si le drame, c'est parce que vous avez à l'Est, comme par exemple au Katanga et au Kivu, vous avez des gens qui réclament que Kabila est de leur, alors qu'il joue la carte rwandaise. Oui. Oui. C'est ça notre drame. Et cela a eu comme conséquence la faiblesse du gouvernement pour traiter de ces questions. Parce que maintenant, vous avez quelqu'un qui est impliqué dans le conflit, qui est au pouvoir, donc qui est complice. Ouais. Avec, c'est comme ici en Afrique du Sud, si un Congolais se retrouvait par exemple au pouvoir en Afrique du Sud, mais la question des réfugiés n'allait plus poser de problème comme ça se pose aujourd'hui. Oui. Parce que quelqu'un parlerait pour eux. Et s'il s'imposait en Afrique du Sud, politiquement, et qu'on lui reconnaissait un certain pouvoir politique, eh bien le problème des réfugiés n'aura plus d'ampleur comme il existe aujourd'hui. Nous avons des Rwandais qui peuvent arriver aujourd'hui et directement ils sont intégrés dans le système politique. Ce qui ne peut pas arriver dans un autre pays. Ok, ça c'est un problème, je ne sais pas si vous pouvez... Je m'excuse, il y a même des gens qui font la comparaison. J'ai entendu Bitakou, il a fait la comparaison entre Obama et prendre ça comme un exemple qu'on peut suivre au Congo. Mais Obama, sa mère est américaine. Ok, mais le problème, avant que nous vous allions en pause, est-ce que ce n'est pas le problème fondamental de notre pays? Lequel construire un pays où l'administration, où les gens peuvent se retrouver, où le Congolais n'a pas pu construire ce pays-là, justement, dont le système, quelqu'un qui peut se retrouver aujourd'hui, comme Bitakoura, vous l'aviez dit, il vient dans une situation de confusion et il se retrouve. Justement, c'est pourquoi nous... Et cette faute-là, vous allez en Belgique? Non, écoutez, la Belgique est impliquée dans la crise au Congo. Les Occidentaux, les multinationaux sont impliqués dans la situation au Congo. Ça, c'est la cause principale. Mais nous ne pouvons pas exclure la responsabilité des Congolais parce qu'à toute cause correspond une réaction. Mais comment est-ce que les Congolais ont réagi? Tout en soulignant que c'est une guerre qui a été engagée, c'est une guerre qui a existé depuis après l'accession de l'indépendance. L'erreur des Congolais, c'est d'avoir perdu de vue que cette guerre existait toujours et elle continuait. Bien qu'en disant cela, j'ai dit que pendant le règne de Mobutu, il y a eu cette prise de conscience. C'est ainsi que, par exemple, sur le plan économique, il y avait cette indépendance-là, parce que la plupart des entreprises qui étaient privées à l'époque belge, qui appartenaient aux Belges, étaient nationalisées. Raison pour laquelle aussi les Belges ont utilisé les Rwandais, qu'ils avaient déjà réservés comme instrument pour pouvoir dicter leur politique au Congo. Ils ont utilisé les Rwandais pour venir banaliser tout ce que les Congolais avaient fait. Est-ce que les Congolais étaient toujours inconscients? Non, pas du tout. Parce que la politique de recours à l'authenticité, la nationalisation, la zaréanisation, c'était justement des politiques de prise de conscience des Congolais, où ils voulaient maintenant s'approprier leur pays, s'approprier leur économie. Donc les Congolais n'ont pas été toujours distraits, mais ils n'ont pas peut-être été consistants quant à garder le cap dans cet engagement pour confronter les forces extérieures. Donc il y a eu, à un moment donné, des erreurs qu'on a commises. Mais être totalement inconscient, on ne pourra pas dire ainsi. Peut-être aujourd'hui, les Congolais semblent être un peu inconscients parce qu'ils ne savent pas peut-être ce qu'il faut faire. Parce que je peux vous faire remarquer une chose. À l'époque, l'unité du pays était imposée. Et l'unité était très importante pour qu'on puisse survivre. C'est pourquoi on avait survécu.